Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne de Naka Et moto. et ceci est notre deuxième vidéo qui correspond au mois d'avril 2026. Nous la tournons aujourd'hui, nous sommes le 3 mai. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Avant de commencer, un petit disclaimer. Nous ne sommes pas des conseillers financiers, nos vidéos ne sont là qu'à titre ludique dans le cadre du partage. Nous ne prodiguons en aucun cas des conseils financiers. L'investissement en crypto-monnaie peut entraîner des pertes partielles ou totales de votre capital. Nous vous recommandons de faire vos propres recherches ou de consulter des professionnels avant d'investir votre argent. Un petit rappel, qui nous sommes, Naka. Et moto. Nous parlons ici d'un investissement ludique qu'on fait pour Moto et sa petite sœur Satoshi. Notre concept, c'est un exemple ludique d'investissement. Et notre engagement, c'est une vidéo par mois. Nous avons fait la première vidéo de présentation et du début d'investissement le mois dernier. Et aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo, celle du mois d'avril. Notre thèse. Donc nous sommes dans un bas de marché qui peut durer jusqu'en fin d'année. Et donc la méthode qu'on va appliquer, c'est un DCA de mars à fin 2026. C'est ça, en effet. C'est des achats réguliers et progressifs tout au long de cette année 2026. Principalement de Bitcoin et de crypto-monnaies. Actuellement uniquement sur le Bitcoin. Et aujourd'hui, pour illustrer un peu cette deuxième vidéo et ne pas aller directement sur les chiffres, on se pose la question, le Bitcoin c'est quoi? Est-ce que c'est une monnaie numérique, une réserve de valeur, une matière première ou encore autre chose de nouveau? Je voudrais juste clarifier un point sur la réserve de valeur. Donc c'est la capacité d'une monnaie à conserver du pouvoir d'achat dans le temps, c'est-à-dire à permettre à quelqu'un d'épargner aujourd'hui et d'utiliser cette valeur plus tard sans qu'elle ne se dégrade fortement. En effet, Moto, c'est très intéressant parce qu'on pourrait même faire un petit parallèle si dans les années, si au début du siècle, on avait enterré dans notre jardin 1 kilo d'or ou 10 000 dollars de l'époque, avec ce qu'il permettait d'acheter et qu'on le ressorte un siècle plus tard, les valeurs auraient été totalement différentes. Bien sûr. Ça aurait été beaucoup plus intéressant d'enterrer de l'or parce que la valeur, elle a augmenté avec le temps, alors que le coût de la vie, lui, il a augmenté. Donc 10 000 dollars d'avant ne valent plus 10 000 dollars maintenant. En effet, la plupart des monnaies fiduciaires subissent une inflation qui en fait diminue la capacité de ce que l'on peut acheter avec une même somme d'argent. Ce qui fait qu'avec le temps, en effet, il y a une perte de valeur et il y a d'autres actifs qui, eux, prennent ou conservent de la valeur avec le temps et sur lesquels il est peut-être parfois plus intéressant de se positionner. Aujourd'hui, on peut voir le Bitcoin du coup de plusieurs et quelques crypto-monnaies peut-être aussi, mais surtout le Bitcoin comme une réserve de valeur, comme une matière première. Et si aujourd'hui, pour en discuter avec vous, on les considérait comme une matière première. Une matière première, Moto, a un coût de production. En effet, aujourd'hui, on va, je pense, beaucoup faire de parallèles avec les métaux, comme l'or, comme l'argent, comme le cuivre ou autre, parce que tout simplement, c'est quelque chose de tangible. Malheureusement, le Bitcoin parfois est un peu mis de côté car ce n'est pas quelque chose que l'on peut toucher, que l'on peut tenir dans sa main. Mais si on parlait de matière première, une matière première, elle a ce qu'on peut appeler un coût de production. J'avais une question. Donc, quels sont les coûts actuels et au départ pour la production du Bitcoin? Donc, qu'est-ce qui définit le coût de production finalement? Eh bien, on va le voir un petit peu par la suite. En effet, pour miner du Bitcoin, il faut un ordinateur, de l'électricité. D'accord. Et tout ça a un coût. Aujourd'hui, il y a de grandes entreprises comme Mara, comme Riot, qui minent du Bitcoin et dont c'est le métier. Et ce n'est pas une personne chez lui avec son petit ordinateur, ce sont de grands hangars avec des ordinateurs très performants qui ont été développés uniquement pour ça. Et donc du coup, eux, ils ont des coûts de production comme n'importe quelle entreprise qui produit quelque chose, c'est-à-dire ils ont des locaux, ils ont des loyers, ils ont des salariés, et ils doivent principalement payer de l'électricité
et des ordinateurs qui se renouvellent de temps en temps. Et du coup, en simplifiant, on pourrait dire que pour le Bitcoin, il faut payer de l'électricité et avoir des ordinateurs performants qu'on va changer avec le temps. Donc, ce qui peut donner lieu à un calcul qui peut permettre en effet de dire aujourd'hui, pour miner un Bitcoin, il y a un coût incompressible qui va se situer entre différentes bornes, parfois assez dur à déterminer parce que selon le lieu de fabrication, selon le lieu de production, le coût de l'électricité, la performance des machines, on peut arriver à avoir des différences, mais on peut arriver à trouver un coût moyen qui va varier bien sûr un petit peu, mais ça donne au moins une idée du coût pour produire du Bitcoin. Et du coup, on peut se dire, en partant juste de ce simple constat, que quand le prix du Bitcoin est supérieur à son coût de production, il est un peu, voire très surévalué. Et quand il est inférieur à son coût de production, il est sous-évalué. Et donc, quand le coût de production est proche du prix auquel il se négocie, on peut dire qu'on a le juste prix de l'actif. Et ça peut aussi nous donner des bons moments pour acheter et pour vendre. Donc j'avais aussi une question vis-à-vis de ça, par rapport, en fait, quels sont les changements qui sont provoqués par soit une surévaluation, soit une sous-évaluation ou un juste prix de l'actif? Qu'est-ce que ça implique? Je pense que comme tout actif, il est parfois le marché n'est pas forcément cohérent et rationnel. Et des fois, des actifs sont sur ou sous-évalués. Et c'est là où il faut se poser la question, bonne ou mauvaise d'ailleurs, est-ce que fondamentalement, l'actif a toujours la même valeur intrinsèque, c'est-à-dire est-ce qu'il est devenu mauvais, nul, entre guillemets, on pourrait y trouver tout un tas de qualificatifs. S'il n'y a rien qui change la valeur à laquelle il a à nos yeux, c'est simplement, quand il est sous-évalué, c'est simplement une bonne affaire. Comme le t-shirt en solde de ta marque préférée. Voilà, donc une petite image pour illustrer ce que tu viens de demander et le sujet sur lequel on vient de discuter. Donc, que faut-il pour miner du Bitcoin? Donc, on a dit qu'il nous fallait des matières premières, notamment des machines, donc des ordinateurs, de l'énergie, l'électricité. Et ces ordinateurs, ils vont faire des calculs qui vont permettre de pouvoir miner ensuite du Bitcoin. C'est ça, en effet, toutes les 10 minutes, un bloc est miné. Et celui qui a remporté le bloc a la récompense de bloc, c'est-à-dire un petit peu plus de 3 bitcoins actuellement. Ici, on peut trouver des estimations du coût du minage. Voilà. Aujourd'hui, au moment où on a fait ces captures d'écran, c'est-à-dire fin avril 2026, on voit qu'on a un coût de production qui oscille et qui peut aller jusqu'à aux alentours de 65 000 dollars. C'est un coût bien sûr qui est très approximatif parce que selon les données qu'on cherche, on peut trouver des valeurs un peu plus élevées ou un peu plus basses qui correspondent aux différentes entreprises parce qu'elles n'ont pas forcément les mêmes coûts d'achat du matériel informatique ou le même coût de l'électricité. Mais par contre, ce que l'on peut voir quand on regarde cette courbe, c'est que le coût du minage a toujours augmenté avec le temps. Moi, j'avais une petite question. C'est par rapport à la hausse du coût de production. En fait, qu'est-ce qui fait que y a une hausse constante du coût de production? Eh bien, on pourrait, jusqu'à maintenant, dans tous les cas, une idée, dans tous les cas, pour cette augmentation de coût de minage, c'est que tous les 4 ans, il y a le halving du Bitcoin, c'est-à-dire les récompenses attribuées par bloc toutes les 10 minutes sont divisées par 2. C'est-à-dire elles sont à un petit peu plus de 3 actuellement. Elles seront divisées par 2 au prochain halving, en 2028. Et on peut donc penser que du coup le coût du minage va augmenter. Sachant qu'en plus, au plus il y a de compétition entre les différents mineurs, au plus la difficulté de minage augmente. Donc
diminution du nombre de bitcoins par bloc, plus l'augmentation de la difficulté de minage, augmente en général le prix du bitcoin. La seule chose qui pourrait le faire diminuer, ce serait un désintérêt des mineurs et donc un arrêt des machines et une diminution de la difficulté qu'on appelle le hash rate. Voilà, on a peut-être un petit peu fait le tour sur ce qu'on pouvait penser de l'idée que le Bitcoin serait une matière première. Et donc, au vu de tout ce qu'on a vu précédemment, si c'est une matière première qui prend de la valeur avec le temps, pourquoi ne pas miser sur l'augmentation de celle-ci et le fait qu'elle continue avec le temps? Pour rebondir sur un graphique qu'on avait déjà montré où on avait défini une box où l'investissement était intéressant dans le temps, si on regarde la durée entre le top de marché du cycle d'avant et le bottom, c'est-à-dire le plus bas, en général, on a des durées qui sont approximativement d'un an, de 365 jours, ça peut varier. Pour le cycle de 2018, on trouve à peu près 363 jours, 376 pour le cycle précédent. Donc, si on faisait une moyenne, on pourrait dire que entre le top et le bas, si les cycles sont respectés comme précédemment, on peut avoir un bas de marché entre 365 et 390 jours. Et aujourd'hui, ça amènerait un bas de marché entre le 6 et le 31 octobre. Alors, est-ce que cela va se passer entre le 6 et le 31 ? On n'en sait rien actuellement. Mais dans tous les cas, ça conforte dans l'idée qu'on est encore dans une zone pour continuer notre DCA et pouvoir acheter du Bitcoin à un prix qui sera inférieur au prix auquel il se négociera après le prochain halving. Puisque quand on voit le graphique, après chaque halving, un an après à peu près, on arrive à nouveau sur des tops de marché. Et si maintenant on basculait sur la valeur de notre portefeuille, donc à fin avril, aujourd'hui on a actuellement à peu près 1400 dollars de Bitcoin et il nous reste à peu près 1400 USDC à investir. Quand vous voyez les petites barres verticales, c'est quand on a réinjecté de l'argent. Donc on a mis à peu près 1000 euros une première fois, mais converti en USDC, ça fait à peu près cette somme-là. On a remis 1000 euros et dernièrement, on a remis 600 USDC investis, ce qui fait à peu près 2000, ça ferait à peu près 2800 USDC. On a une petite augmentation de notre profit sur le Bitcoin à peu près à 10% par rapport à notre prix moyen d'achat qui est à 71 396 dollars et le coût du Bitcoin à 78 025 au moment où on tourne cette vidéo. Ce qui fait qu'actuellement, on a à peu près 51% de notre portefeuille en Bitcoin et 49% en USDC. Fort de tout ça et de tout ce qu'on a discuté, on a donc pris la décision de continuer selon notre axe actuel d'investissement. Oui, parce que pour l'instant, on va continuer sur le DCA sur le Bitcoin et on va garder les 30% d'USDC pour les alts. Donc pour l'instant, on n'utilise pas encore, on n'achète pas encore d'alt. On attend cet été, voire septembre. Pour la simple et bonne raison qu'il y a encore des possibilités de chute, parce qu'il reste du temps entre le top et le plus bas de marché potentiel qui pourrait intervenir en octobre. C'est pourquoi on privilégie l'attente pour potentiellement faire une affaire à l'achat, plutôt que de se positionner maintenant et de risquer de manquer une affaire. En effet, Moto, si le Bitcoin venait à chuter, par exemple cet été, pour atteindre un bas de marché, soit durant l'été, s'il se produit un peu plus tôt que les autres fois, voire vers octobre, les altcoins vont baisser beaucoup plus en valeur. Et se positionner aujourd'hui pourrait nous exposer à une forte moins-value et du temps avant de repasser en positif. On privilégie d'attendre. Si le Bitcoin chute fortement
Encore une fois, dans les semaines qui viennent, on commencera à penser à se positionner sur les alts, mais pour le moment, on attend. Donc 30% du SDC, actuellement, ça représenterait dans les 800 USDC qui seront conservés en attendant, et au fur et à mesure qu'on alimentera notre compte pour investir, on gardera toujours cette proportion de 30% du SDC en attendant de se positionner sur les alts. Nous en arrivons donc à la fin de notre deuxième vidéo avec notre bilan donc, du mois d'avril. On va continuer notre DCA sur le mois de mai, à voir si chute il y a. Et voilà, si notre vidéo vous a intéressé, mettez-nous un like, abonnez-vous s'il vous plaît. Si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez aborder et autres, comme pour notre précédente vidéo, nous sommes ouverts à la discussion et c'est justement c'est enrichissant et nous comptons sur vous pour faire avancer la chaîne. Merci à tous et passez une excellente vidéo. Et merci à vous et on se voit le mois prochain.